L'ancien général commandant de l'armée américaine en Europe, Ben Hodges, a choqué tout le monde avec une seule vérité brutale. Il a dit qu'aucun cessez-le-feu, aucune pause, aucune poignée de main n'arrêtera la Russie. Seule une défaite totale et indéniable le fera, et cette défaite est plus proche qu'on ne le pense. Et Hodges n'est pas le seul à le croire. Parlons-en. Avant de plonger, voici les experts pour qui nous ont donné matière à réflexion. Le premier est Ben Hodges, un lieutenant général à la retraite de l'armée américaine, avec une vaste expérience en leadership militaire. Hodges a été général commandant de l'armée américaine. Europe de 2014 à 2017, supervisant des opérations critiques en Europe et à l'OTAN. Depuis sa retraite, Hodges est devenu un analyste militaire très recherché. Sa profonde compréhension de la stratégie militaire, de la sécurité européenne et des rôles de l'OTAN donne à ses analyses une crédibilité inégalée. Il a exprimé ses opinions sur la guerre en Ukraine lors de plusieurs interviews, dont celle sur The Military Show d'Ukraine, point de départ de notre échange. 10 jours plus tard, Robert Fox, rédacteur en chef de la défense au London Standard, un journal britannique renommé, a rejoint la conversation. Avec plus de 50 ans d'expérience journalistique, Fox est une référence sur les questions militaires et sécuritaires. Il a couvert des conflits de la guerre des Malouines à l'Irak, les Balkans et l'Afghanistan, et écrit maintenant régulièrement sur la guerre en Ukraine. Sa profonde connaissance des questions de défense mondiale lui a valu de nombreux éloges, dont celui de membre de l'ordre de l'Empire britannique le plus excellent. Fox est aussi membre associé du Centre d'études de la défense, un centre de recherche de pointe en défense et sécurité à l'échelle internationale. Il a travaillé comme commentateur des affaires étrangères pour des médias comme la British Broadcasting Corporation et Times Radio. Sur Times Radio, il a prédit la défaite imminente de la Russie. Voici ce que nous disent les connaissances combinées de ces deux experts sur l'avenir de la Russie. Pour comprendre leurs prédictions, commençons par la situation actuelle sur le terrain, qui leur donne tout leur sens. Interrogé sur la phase actuelle de la guerre en Ukraine, Hodges a donné une évaluation sobre mais précise. Être un soldat dans une tranchée à Pokrovsk ou dans des endroits similaires est une expérience terrible, sans exagération. La ville ukrainienne orientale de Pokrovsk a subi un assaut incessant. Les équipes de drones ukrainiennes sur place décrivent Bakhmout comme une apocalypse urbaine, avec des zones tellement dévastées par les attaques russes qu'elles semblent désormais inhabitables. Dans une vague récente de combat, le front de Pokrovsk a essuyé 52 assauts russes en une journée, avec les forces ukrainiennes qui peinent à tenir leur position dans les villes voisines comme Kalinova, Lissivka et Tarasivka. Mais la situation varie. Pour un soldat ukrainien vers Koursk, les choses semblent meilleures, a ajouté Hodges, évoquant l'avancée surprise de l'Ukraine en Russie fin 2024. À un moment donné, les forces ukrainiennes contrôlaient plus de 540 miles carrés à Koursk, dans le but de perturber la logistique russe et de créer de la pression. Ces dernières semaines, la Russie a riposté avec force, reprenant la majeure partie des 22 miles carrés, encore détenus par l'Ukraine, et forçant un retrait ukrainien. De fin février à mi-mars, l'Ukraine a perdu 122 pièces d'équipement au combat, principalement des véhicules de combat blindés, de l'artillerie autopropulsée et des chars. Ainsi, ce qui a débuté comme une audacieuse incursion est devenu logistiquement intenable. Cependant, l'Ukraine demeure active en territoire russe, notamment à Belgorod, où de nouvelles opérations sont en cours. Malgré la fin imminente de l'opération de Koursk, elle a déjà atteint ses objectifs de façon remarquable. Selon Hodges, cette opération a brisé le mythe de l'invincibilité de l'armée russe. Hodges a également regardé la situation dans son ensemble, disant « Si vous êtes au Kremlin, ou si vous êtes responsable de l'économie russe, ce n'est pas si bon. En somme, tandis que la guerre s'éternise militairement, elle vide la Russie économiquement et politiquement en coulisses, une situation qui ne fera que s'aggraver. Selon les économistes interrogés par Reuters, la croissance du produit intérieur brut russe devrait ralentir à 1%, 7% en 2025, comparé à 4,1% en 2024. Alors, où tout cela nous mène-t-il ? Selon Hodges, les deux côtés sont dans une phase où aucun ne peut éliminer l'autre. C'est une situation complexe, pas seulement une impasse. Il a qualifié cela de compétition industrielle et de course d'endurance. La Russie peut-elle atteindre ses objectifs avant l'effondrement de son économie ? Ou l'Ukraine peut-elle obtenir ce qu'elle veut avant les négociations ? C'est la phase dans laquelle nous sommes. Une guerre d'usure militaire, économique et psychologique. Et l'horloge tourne pour les deux côtés. D'après Hodges et Fox, le sablier de la Russie est presque vide. Mais cela s'est produit progressivement. Examinons ce qui, selon les experts, a mené la Russie au bord de l'effondrement. Notamment certains choix désastreux de son président Vladimir Poutine. Interrogé sur les surprises de l'armée russe, Hodges a mentionné 3 points, dont les mauvaises performances militaires. En résumé, Hodges s'attendait à une meilleure performance de l'armée russe, et pas seulement de celle-ci.
Il s'attendait à une bien meilleure performance de toutes les forces russes, armées, armée de l'air et marine. L'armée russe a plutôt sombré dans le chaos, en grande partie à cause d'une planification catastrophique. Selon Hodge, l'opération militaire a été orchestrée par le Service fédéral de sécurité, la principale agence de sécurité russe, et non par l'état-major général. Cette stratégie mal conçue a entraîné dès le départ des conséquences stupéfiantes, dues à une erreur de calcul catastrophique. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie, le 24 février 2022, l'armée russe a subi d'énormes pertes. Au 8 avril 2025, l'état-major ukrainien a signalé que la Russie a perdu 926 310 soldats, ce chiffre incluant les soldats tués, blessés et capturés. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. La Russie a également perdu 10 572 chars, 22 011 véhicules de combat blindés et 43 227 véhicules et réservoirs de carburant. De plus, les forces russes ont vu la destruction de 25 860 systèmes d'artillerie, 1359 systèmes de roquettes à lancement multiples et 1126 systèmes de défense aérienne, paralysant gravement leur capacité à répondre aux attaques. L'armée de l'air russe a également été décimée, avec 370 avions et 335 hélicoptères abattus. En parlant de l'armée de l'air russe, la deuxième chose qui a surpris Hodges a à voir avec ses actions, ou plutôt ses inactions. Comme il l'a dit, la deuxième chose du côté russe qui m'a surpris est l'échec de l'armée de l'air à obtenir la supériorité aérienne. Cet énorme échec, comme le décrit Hodges, s'est avéré être l'un des plus grands défauts de la stratégie militaire de la Russie. Malgré sa supériorité numérique, l'armée de l'air russe n'a pas obtenu la supériorité aérienne pour plusieurs raisons cruciales. Cela inclut des défenses aériennes ukrainiennes efficaces, avec des systèmes avancés comme le Patriot et le S-300, forçant les avions russes à voler à des altitudes basses et vulnérables. La corruption, les problèmes de maintenance réduisant la disponibilité des avions russes, une mauvaise connaissance de la situation, et une coordination insuffisante entre les forces aériennes et terrestres russes ont entravé les opérations efficaces. L'armée de l'air russe a également surestimé ses capacités de manière significative. Une menace commune qui semble affecter toutes les branches militaires du pays. La troisième surprise pour Hodges. La Russie doit compter sur la Corée du Nord pour les munitions et les drones. Selon lui, il était inimaginable que la Russie ait besoin de munitions et de drones nord-coréens. Ce fut un choc majeur, révélant l'étirement des ressources de la Russie. Incapable de produire suffisamment de fournitures, le pays s'est tourné vers la Corée du Nord, qui a commencé à envoyer des obus d'artillerie, des munitions et des systèmes d'armes plus récents. La Corée du Nord aurait fourni à la Russie plus de 20 000 conteneurs de munitions en octobre 2024, révélant une dépendance stupéfiante. Plus de 9 millions d'obus ont été tirés. Les services de renseignement ukrainiens estiment que 60% des obus tirés par l'artillerie russe fin 2024 provenaient de Corée du Nord. La Corée du Nord n'a pas seulement envoyé des armes, mais aussi des troupes en Russie, une décision étrange et discutable du Kremlin pendant cette guerre. Selon Hodges, la Russie avait probablement besoin de plus de soldats, surtout de personnes déjà formées d'une manière ou d'une autre. Selon lui et les estimations officielles, la Corée du Nord a fourni environ 12 000 nouvelles recrues à la Russie. Cependant, le déploiement de ces troupes s'est avéré inefficace et coûteux. Hodges détaille les conséquences de cette manœuvre. Le problème est que les troupes nord-coréennes sont utilisées comme chair à canon et ont subi d'énormes pertes. Selon les officiers ukrainiens, les tactiques des troupes russes ressemblent à celles utilisées par leur grand-père pendant la guerre de Corée. L'emploi de stratégies dépassées et inefficaces, comme charger à travers des champs ouverts, rappelle les tactiques de la guerre de Corée des années 1950. Ce type de combat est non seulement dépassé, mais aussi hautement inefficace contre un adversaire moderne et bien équipé comme l'Ukraine. Cependant, le recours aux troupes nord-coréennes témoigne de la situation désespérée de la Russie. Il était évident alors et maintenant que le pays manque de ressources, tant en termes d'armement qu'en capital humain. Le fait que la Russie cherche de l'aide auprès de la Corée du Nord pour des troupes, même mal formées, montre à quel point sa stratégie militaire est profondément défectueuse. Avec ses pertes catastrophiques et celles des troupes russes, la capacité de Poutine à maintenir un effort de guerre prolongé est de plus en plus remise en question. La prédiction de Hodges et Fox sur l'avenir de la Russie commence maintenant à prendre tout son sens. De l'échec à obtenir la supériorité aérienne, à la surestimation de leurs forces militaires, en passant par le recours à des tactiques dépassées, jusqu'aux besoins désespérés d'aide étrangère, comme les troupes et les armes nord-coréennes. Ce sont tous des signes d'une armée en déclin. Un autre signe d'une armée en déclin. Mentir effrontément et proférer des menaces en l'air. Le missile Ereshnik est l'exemple parfait.
Poutine a présenté le missile Ereshnik comme une arme hypersonique révolutionnaire capable de dépasser toute défense. Avec une vitesse de Mach 10 et plusieurs ogives nucléaires, il serait quasi impossible à intercepter. Il a affirmé, de manière audacieuse, que le missile donnerait à la Russie un avantage décisif, suggérant même qu'il pourrait changer le cours de la guerre. En réalité, l'Ereshnik s'est révélé bien moins impressionnant. Selon les experts militaires, la technologie du missile est basée sur d'anciens systèmes, un assemblage de technologies précédentes avec peu de nouveaux composants. Selon de nombreux experts, seuls 10% des composants du missile sont réellement nouveaux. Malgré sa vitesse, sa précision est discutable. Ce n'est pas un outil pratique pour la guerre conventionnelle, comme le montre la frappe de Dnipro, où son impact était plus psychologique que stratégique. Hodges a déclaré que les grandes promesses de Poutine sur l'Ereshnik étaient d'une ultime tentative russe de menacer l'Occident avec l'arme nucléaire. Il a affirmé que plus personne ne croit sérieusement que la Russie utilisera l'arme nucléaire, jugeant toute cette campagne comme un effort vain. Et évidemment, Poutine n'est pas prêt de concéder la défaite. Loin de là. La Russie a récemment entamé sa plus grande mobilisation militaire depuis des années, rassemblant 160 000 hommes âgés de 18 à 30 ans. Cette nouvelle vague de conscription a à voir avec son grand plan, pour augmenter la taille de l'armée russe à 2,39 millions de troupes, avec 1,5 d'entre eux servant activement. Cela ressemble-t-il à un homme prêt à accepter un cessez-le-feu et à abandonner? Non, absolument pas. L'escalade de Poutine, tant militaire que rhétorique, montre son engagement total à avancer, peu importe le coût. Hodges n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a demandé comment stopper le militarisme russe, ce qui nous amène à sa prédiction sur l'avenir du pays. La solution, telle que Hodges la voyait, était simple, la défaite. Selon lui, ils doivent être vaincus. S'ils ne sont pas vaincus, alors cela continuera. Il y aura un autre dirigeant comme Poutine après lui. La réforme en Russie n'arrivera qu'après une défaite dans un conflit. Et nous ne devrions pas avoir peur de cela. Nous ne devrions pas nous inquiéter, oh mon Dieu, de ce qui se passe. Il a souligné que la défaite du militarisme russe était cruciale non seulement pour l'Occident, mais aussi pour les Russes. Pour le bien des Russes et de l'Europe, la Russie doit être vaincue. Cela pourrait mener à des réformes internes dans le pays. Cela profiterait à 140 millions de personnes, au lieu de la situation actuelle, où seulement 1 million bénéficia de toute cette richesse. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la Russie? Il est clair que si la Russie n'est pas vaincue de manière décisive, le cycle du militarisme continuera. Les actions de Poutine ne font que renforcer le besoin de ce résultat. Mais la bonne nouvelle est que la prédiction de Hodges n'est pas un futur lointain. Elle est à l'horizon. Chaque faux pas, échec et fissure dans la stratégie et l'armure russe rapproche inévitablement de la fin de son militarisme, plus proche qu'il n'y paraît. La question maintenant n'est pas si Poutine sera vaincu, mais quand. Bien que Hodges n'ait pas donné de calendrier précis pour la défaite de Poutine, Fox l'a fait, et sa prédiction ne semble pas bonne pour le dirigeant russe. Selon Fox, Poutine, ayant son ami à la Maison Blanche, pense pouvoir continuer. Mais pour combien de temps? Je pense que nous arrivons à un point de décision cet été dans seulement quelques mois. Ce n'est vraiment pas long. La fenêtre de Poutine pour avancer se ferme rapidement. Son moment de vérité arrive. Pensez-y. L'homme qui s'accroche au pouvoir, menaçant le monde avec des armes nucléaires et poussant son armée à la limite, n'a plus que quelques mois avant que tout ne s'effondre. D'ici l'été, nous pourrions bien voir le début de la fin de son règne. C'est la fin de la partie pour Poutine. Bien sûr, il y a un homme qui pourrait changer ce cours, et son nom est Donald Trump. La relation Trump-Poutine est assez complexe, mais ces derniers mois, il est évident qu'ils se considèrent comme des alliés à certains niveaux. Fox a donc qualifié Trump d'ami de Poutine à la Maison Blanche. Poutine voit en Trump une opportunité pour un nouveau positionnement mondial, et une échappatoire à la détérioration de l'économie et de la société russe, dans l'espoir que Trump pourrait changer favorablement les relations internationales. Selon Fox, Poutine souhaite être perçu comme un partenaire égal des États-Unis, et non comme un suppliant. Le désir d'éviter l'humiliation est au cœur de la vision du monde et des ambitions de Poutine. Trump, quant à lui, s'est souvent positionné comme un leader recherchant la paix et la fin des guerres. Il a même exprimé son intérêt pour recevoir un prix Nobel de la paix pour ses efforts. Cependant, Fox note la différence dans ce que chaque leader considère comme une victoire. Selon Trump, un accord négocié évitant une escalade ou des pertes humaines supplémentaires serait un succès. Mais pour Poutine, l'idée d'une victoire est surtout liée à sa capacité de la présenter à la Russie sans humiliation. Poutine ne peut pas se permettre de faire la paix à moins que cela ne soit présenté comme une victoire pour la Russie, surtout après les nombreuses pertes russes dans le conflit. La tension entre le désir de Trump d'une résolution rapide et le besoin de Poutine d'un récit triomphal crée une dynamique volatile. La solution de Trump pourrait ne pas être aussi simple qu'il l'imagine.
La réticence de Poutine à reculer sans victoire pourrait prolonger le conflit plus longtemps que le monde ne peut le supporter, ou y mettre fin soudainement. Après tout, Trump n'est pas réputé pour respecter les règles ou attendre le bon moment. L'impulsivité et l'irrationalité de Poutine pourraient le contraindre à n'avoir d'autre choix que de conclure un accord. Supposons que la guerre en Ukraine se termine par un cessez-le-feu, sans défaite de Poutine. Si la guerre en Ukraine se terminait par un cessez-le-feu, cela ne serait probablement qu'une solution temporaire pour l'avenir. Et les conséquences d'un tel résultat pourraient façonner l'avenir de manière à laquelle nous ne sommes peut-être pas prêts. Dans son évaluation, Fox s'est montré sceptique sur la possibilité d'un cessez-le-feu à court terme. « Je ne pense pas que Poutine soit sérieux concernant un cessez-le-feu à court terme », a-t-il déclaré. Il attend probablement le bon moment pour donner de l'élan à ses forces, en particulier avec des unités lourdement blindées. Avec l'été qui approche, un cessez-le-feu est peu probable dans un avenir proche, car la stratégie de Poutine est bien plus agressive et persistante. En cas de cessez-le-feu, les garanties de sécurité pour l'Ukraine deviennent primordiales. Selon Hodges, l'adhésion à l'OTAN est la seule véritable garantie de sécurité fiable, malgré les solutions alternatives comme les casques bleus ou les observateurs internationaux. Il a souligné comment la Finlande et la Pologne, avec des voisins hostiles, ont construit des systèmes défensifs redoutables et des forces de réserve rapidement mobilisables. Pour l'Ukraine, une stratégie de défense à long terme similaire sera cruciale. Sans la protection de l'OTAN, l'Ukraine restera exposée aux agressions futures. L'idée de dispositions de sécurité alternatives, comme les missions onusiennes de maintien de la paix, est irréalisable. Selon Hodges, toute force de maintien de la paix devrait pouvoir agir avec force, pas seulement observer, parce que la Russie est reconnue pour enfreindre régulièrement les accords. Il a souligné qu'une telle force devrait avoir de vrais soldats, avec la capacité autorisée à prendre des mesures lorsque la Russie viole le cessez-le-feu. Hodges a confirmé que la Russie viole le cessez-le-feu, pas l'inverse. Son choix de mots en dit long sur la fragilité de tout accord avec un pays comme la Russie. Un pays qui a violé à plusieurs reprises les accords de cessez-le-feu de Minsk et les a abolis 2 jours seulement avant de lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Hodges a été sans équivoque sur l'avenir de l'Ukraine dans l'OTAN, étant donné le non-respect des promesses. Il croit fermement que l'adhésion de l'Ukraine est essentielle pour sa sécurité et la stabilité régionale. Il a souligné sa conviction absolue que l'Ukraine devrait être membre de l'OTAN, citant l'apport considérable des forces ukrainiennes et de leur industrie de défense à l'Alliance. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN renforcerait la sécurité européenne en fournissant une grande force militaire expérimentée et une industrie de défense en croissance. Il a écarté les craintes concernant une guerre de l'OTAN avec la Russie, soulignant que si la Russie ne peut pas vaincre l'Ukraine, il serait illogique de supposer qu'avec un soutien occidental limité, il pourrait affronter toute la puissance militaire de l'OTAN. Hodges a suggéré que tout comme la Pologne a agi rapidement pour respecter les normes de l'OTAN, l'Ukraine pourrait suivre le même chemin après le conflit, obtenant le soutien de membres clés de l'OTAN, malgré le malaise possible de certains pays d'Europe occidentale. Si l'adhésion à l'OTAN n'est pas immédiate, la controversée coalition des volontaires devrait offrir son soutien. Cependant, Fox a exprimé sa frustration envers la notion existante de cette coalition, la qualifiant de spectacle diplomatique plutôt que de solution pratique. Il a averti qu'une coalition de pays hésitants ne fournirait pas la présence sur le terrain nécessaire pour préserver la paix et appliquer les accords. Les petits pays comme les États baltes et la Norvège se montrent plus proactifs dans leur approche, a-t-il souligné. Mais il a aussi insisté sur l'importance de la réflexion stratégique, indiquant que l'OTAN et ses alliés doivent donc se préparer au pire. Planifier l'éventuel effondrement de l'armée ukrainienne, ou même un changement diplomatique comme un accord entre amis entre Poutine et Trump, qui laisserait l'Europe vulnérable. Après les récentes fuites, nous connaissons tous l'opinion de l'administration Trump sur l'Europe. Nous jugeons les mots utilisés parasites et pathétiques. Avec autant d'éléments en mouvement, l'avenir de la guerre en Ukraine reste incertain. Cependant, une chose est certainement restée la même. Malgré les prédictions répétées des experts sur la fin du régime de Poutine, il est toujours au pouvoir plus de 3 ans après l'invasion. Cette fois-ci est-elle différente ? La pression croissante sur le champ de bataille et diplomatiquement conduira-t-elle à sa défaite ? Ou le statu quo continuera-t-il, avec Poutine utilisant tous les outils à sa disposition pour avancer ? Les réponses à ces questions détermineront l'avenir de l'Ukraine, ainsi que la sécurité et la stabilité européenne pour les années à venir. Nous voulons connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que c'est le début de la fin pour Poutine ? Ou ne fait-il que commencer ? Dites-nous ce que vous en pensez.